On dit un mot pour se présenter. Donc, vos animateurs aujourd'hui seront donc Laurent Muraté. Vous en avez deux pour le prix d'un, puisque je m'appelle Franck Muraté. Nous sommes en effet frères, avec un parcours différent. Pour ma part, je suis donc dans le domaine de l'industrie depuis plus de 20 ans, depuis plus de 10 ans à la direction d'usines industrielles, et j'ai rejoint l'association parce que dans cette association, au-delà des enjeux de justice sociale, de culture, d'environnement, je voulais aussi pouvoir contribuer pour pouvoir parler aussi de travail, de création de richesse. Et le sujet qui m'anime, c'est comment on crée la richesse, mais comment est-ce que cette richesse, elle est à la disposition des territoires et des femmes et des hommes qui y vivent. Voilà Laurent, je te laisse dire un petit mot aussi sur la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Bonjour, comme Franck le disait, je m'appelle Laurent Muraté. J'ai travaillé 15 ans dans le marketing et la communication, mais notamment 5 ans chez Alter Eco dans le commerce équitable. Et quand j'étais chez Alter Eco, j'ai beaucoup voyagé dans les pays du Sud pour aller voir des producteurs de chocolat, de café, de thé. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience, plus que du marketing et du côté consommation, des enjeux de la filière agroalimentaire et de la nécessité d'expliquer aux consommateurs et aux citoyens pourquoi il fallait mieux consommer, consommer équitable et aussi consommer bio. À la même époque, j'ai fait un documentaire, un livre qui s'appelle Un nouveau monde en marche. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Bufumier à ce moment-là. Et c'est un documentaire sur l'histoire de la non-violence et aussi une réflexion sur l'économie, le changement sociétal. Donc voilà, et j'ai fait l'expo photo et depuis 5 ans, mon métier c'est de valoriser la filière du champ à l'assiette. Donc l'expo photo en fait qui est derrière vous est l'issue de 5 ans de visites chez les agriculteurs en France, en Europe et dans le monde. Donc après, si vous avez le temps et que vous êtes dans le coin, je peux répondre à vos questions sur le sujet. Et voilà, moi je suis particulièrement content pour avoir fait cette marche en Inde avec des sans-terre. C'est là que j'ai compris le lien entre agroécologie et justice sociale. Et du coup, je trouve qu'on a la chance d'avoir deux intervenants complémentaires sur le sujet qui vont nous expliquer d'un côté ce que c'est que l'agroécologie, aussi les ponts avec la justice sociale, et tout cela au regard du projet européen. Donc on posera des questions avec Franck sur le sujet. Donc moi je vais présenter Marc Bufumier. Je vais vous laisser vous présenter. Et donc, on a vu en 2 mots, vous êtes agroéconomiste, spécialiste des enjeux de l'agroécologie, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et président de Commerce Équitable France. Je ne me suis pas trompé. Tout bon. Allez, prenez place, on va s'asseoir aussi. D'abord, écoutez, la présentation était parfaite. Rien à redire. Moi, je veux souhaiter la bienvenue donc, à Dominique Potier, parce que comme jeudi soir, les personnes qui animaient la soirée disaient Dominique Potier, on le présente même plus. Alors, comme on dit, Dominique, on est ici vraiment sur vos terres. On connaît votre engagement en tant que député, vous en êtes au 2e mandat. Ça me fait particulièrement plaisir de vous avoir ici, parce que sur ce sujet en particulier, vous avez des choses à dire. Vous êtes vous-même aussi issu du monde de l'agriculture. Vous avez aujourd'hui une connaissance de dossiers internationaux, et surtout, on connaît votre engagement sans faille aussi pour la justice, l'action et l'action publique. Et ajouter un petit mot, Dominique. Et merci pour votre invitation. Moi, je suis heureux d'en revenir sur la colline pour la 2e fois en 48 heures et de retrouver Marc à mes côtés, parce qu'on a déjà eu l'occasion à AgroParisTech et dans de multiples colloques de croiser nos regards et de partager ensemble. On va le faire à nouveau aujourd'hui. Effectivement, moi je crois que Marc est un agroéconomiste qui a toujours eu la question de la justice comme fil à plomb. Et pour ma part, j'ai l'expérience de paysan et un peu d'études dans un lycée agricole, donc une expérience pratique. Et mon boulot, c'est plutôt de faire le droit, donc de voter la loi et donc de faire la justice au sens littéral. Donc ces regards sont intéressants, c'est pas un spécialiste de l'un et de l'autre, c'est 2 passionnés de la même chose, mais un plus, je crois, scientifique et militant. Et pour ma part, mon boulot, c'est pas de faire des commentaires scientifiques ou de machin, c'est de voir comment on traduit ça en action politique. C'est la traduction politique dans le droit qui est le sujet, la positionnement que je vais prendre vis-à-vis de Marc, que je n'oserais pas défier sur la connaissance des sols, des aliments et du minéral. Ah, il faut laisser. Ah, d'accord. Alors, juste avant de commencer, c'est juste pour l'organisation pratique.
Pendant un premier temps, en fait, les deux intervenants, on va leur poser des questions et donc ils vont pouvoir répondre aux questions. Franck parlait du festival tout à l'heure. L'objectif du festival, c'est de capturer 95 propositions qui vont être présentées aux députés européens d'ici la fin de l'année. Donc peut-être que de temps en temps, on fera des captures sur l'image si on trouve des choses intéressantes. En tout cas, on les notera s'il y a des propositions, quand il y aura des propositions. Et il y aura un deuxième temps où vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Voilà. Voilà, et donc on va commencer tout de suite. Et je pense que ce qui était intéressant au début, en tout cas, comme première question pour Marc, c'était de nous rappeler ce qu'est l'agroécologie et ce qu'on entend par agroécologie. Oui, dans l'agroécologie, alors il y a déjà, c'est compris de différentes façons selon les personnes. Si vous lisez Pierre Rabhi, son interview, l'agroécologie, deux points, une éthique de vie, donc, qui met plus en avant l'éthique. Si vous interviewez l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, il vous dira l'agroécologie, c'est concilier, en agriculture, concilier performance économique et performance environnementale. Et si vous m'interrogez moi, en tant que scientifique, j'aurais envie de vous dire c'est une discipline scientifique, c'est la discipline des agroécologues qui essaie de rendre intelligible, et il y a urgence de pouvoir rendre intelligible le fonctionnement de ce qu'on appelle les écosystèmes agricoles, les agroécosystèmes, les écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Et c'est une façon de reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs dans le monde entier, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau pris séparément, mais ce sont des agriculteurs, des paysans, qui aménagent un environnement, un écosystème. Ils aménagent un écosystème qui n'est plus complètement naturel, un bocage. C'est pas naturel. On aurait laissé la nature, ce serait la forêt, ce serait la lande, mais le bocage, c'est bien dans l'histoire de l'humanité, il y aura quand même des bonnes nouvelles. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des fois, les agriculteurs ont su aménager des écosystèmes agricoles qui étaient à la fois productifs d'alimentation, productifs de biodiversité, il y a une nouvelle biodiversité qui a émergé dans les bocages, et puis sans préjudice pour les générations futures, donc c'était à la fois productif, durable, protecteur de l'environnement, et y compris, pour une anecdote personnelle, quand la première fois, agronome un peu formaté, je devais travailler à Madagascar et enseigner la riziculture améliorée avec une variété à haut potentiel génétique de rendement, mais gourmande en engrais et surtout très sensible à un insecte, et donc il fallait la protéger par un pesticide. C'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont expliqué, mais attention, la rizière, il n'y a pas que du riz, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des poissons, il y a des canards, et regardez bien, monsieur Dufumier, les canards, ils sont en train de picorer les mauvaises herbes, que vous voulez détruire avec votre herbicide, ils sont en train de picorer l'insecte prédateur, la cicadelle, que vous voulez détruire avec les pesticides, et vous, avec vos engrais, vos pesticides, vous êtes en train de tuer les grenouilles, de tuer les canards, de tuer les escargots, de tuer les poissons et toutes leurs sources de protéines. En fait, ces femmes malgaches m'expliquaient que la rizière, c'est un écosystème aménagé, il y aurait, les gens n'auraient pas aménagé une rizière, que ce serait un marais. Mais la rizière, et d'ailleurs si l'Asie est aujourd'hui si densément peuplée, c'est que dans l'humanité, il y a eu un moment dans l'histoire où on a aménagé des écosystèmes qui étaient à la fois productifs, durables, respectueux de l'environnement. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y avait des systèmes, des agroécosystèmes hautement productifs à l'unité de surface, la rizière, hautement performante, que pendant longtemps les Asiatiques ont protégé leurs forêts et leurs forêts vierges. C'est aujourd'hui qu'on les détruit avec les palmiers à huile. Mais, donc, voilà, l'agroécologie, je dirais, c'est ça, c'est essayer pour un scientifique de rendre intelligible la complexité, le fonctionnement de ces agroécosystèmes. Et du coup, quand on s'interroge, les citoyens, et puis quand on s'interroge aux politiques, quand ils vont établir des traités, essayer de traiter ou faire des lois et autres, et ben c'est à nous de rendre ça intelligible pour qu'effectivement, les formes d'agriculture qui soient promues à travers ces lois, ces décrets, ces arrêtés, etc., eh bien, soient à la fois productives, durables, ce genre de choses, et les scientifiques peuvent aider. Quand je dis les scientifiques peuvent aider, vous avez compris, c'est quand même des femmes malgaches analphabètes qui m'ont aidé. Merci. Et après une deuxième question, et après on fera réagir Dominique sur le sujet. On entend souvent une question qui est: est-ce que l'agroécologie, ça peut nous nourrir et faire vivre nos agriculteurs? Alors la réponse, elle est catégorique. Il nous faut nourrir, vous savez, on est 7,6 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète, on sera sans doute
9,7 milliards, c'est les chiffres actuels, les dernières révisions démographiques, peut-être même autour de 10 milliards en 2050. Donc une population croissante, une demande d'alimentation croissante. Et puis dans les bonnes nouvelles, il y en a quand même quelques-unes parfois dans d'autres mondes, il y a dans des pays qui étaient considérés comme très pauvres, des couches qui sortent de la pauvreté, et pour qui, je ne vous cache pas, avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, c'est vraiment un critère de qualité. Mais comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, si la population est croissante, et si une proportion croissante de la population a accès à des protéines animales, la demande en production végétale pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, la demande en production végétale pour la nourriture va sans doute plus que doubler dans les 30-35 ans qui viennent. Bon, ça c'est un ordre de grandeur, hein. Bon, je ne suis pas... Voilà. Alors, est-ce qu'une agriculture qui relève de l'agroécologie scientifique serait-elle capable, cette agriculture-là, de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière? Ma réponse, elle est catégorique, c'est oui. Mais alors, pour argumenter rapidement, excusez-moi, on a besoin d'énergie dans notre alimentation, les kilocalories, les 2200 kilocalories impératifs qu'on va ensuite dépenser au travail, dans les loisirs, dans les déplacements. Mais cette énergie, on la trouve dans l'alimentation. Mais d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Ça, c'est encore une autre bonne nouvelle. C'est le soleil, c'est l'énergie solaire. C'est la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Nous, dans notre jargon, on appelle ça photosynthèse. Mais une agriculture qui va faire un usage intensif des rayons du soleil, couverture végétale maximale, et la plus permanente possible, hiver, printemps, été, automne, sous les tropiques, saison des pluies, saison sèche, si on pouvait avoir des feuilles vertes capables d'intercepter cette lumière et transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, donc intensif en végétaux verts capables d'intercepter, usage intensif d'une ressource renouvelable, gratuite. Enfin, ce qui n'est pas gratuit, c'est l'accès au terrain. Hein. Ça, l'accaparement de terre, on en débattra peut-être. Mais une fois qu'on a un terrain, je ne veux plus voir un rayon de soleil tomber à terre. Entre les rangées de blé, on va semer des lentillons. Sous les maïs, on va semer du soja. Et peut-être pourquoi pas une plante rampante pour intercepter les derniers rayons solaires. On peut, vous allez voir, mettre des arbres aussi, on verra. Mais il faut faire l'usage intensif de ce qui ne nous coûte rien. Alors maintenant, l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation, vous appelez ça sucre, amidon, lipides, c'est des hydrates de carbone. La plante a besoin de carbone pour fabriquer la partie énergétique de notre alimentation. Où la plante trouve ça? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Il y en a trop. Alors les agriculteurs, avec une agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, vont faire l'usage le plus intensif possible de ce gaz carbonique. La plante va prendre du carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Avec ce carbone, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, peut-être même de la paille, des racines, qui après récolte vont se décomposer, fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans le sol. Je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Si c'est ça intensif, faire l'usage intensif à l'hectare de ce qui ne nous coûte rien, pléthorique et autres, alors juste, c'est un petit détail difficile, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante, et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et c'est aussi par ces petits trous qu'elle relibère l'oxygène. Et vous savez que la plante transpire, comme nous, quand il fait chaud, sec, là, par exemple aujourd'hui on transpire beaucoup, la plante pareil. Mais nous, il nous faut voir tout de suite, c'est pour ça qu'on nous a apporté de l'eau ici sur la table. Mais la plante, elle a un avantage sur nous, je dirais, par certains côtés, c'est que quand il fait chaud, sec, elle transpire beaucoup, mais si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Ce que nous, on est incapable de faire. Il faut boire, sinon la déshydratation, nous, ça nous tue. Mais elle est capable d'arrêter de transpirer, et du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait, mais du coup, elle a fermé les orifices par lesquels elle était capable de prendre le gaz carbonique. Donc vous voyez que l'agriculture qui relève de l'agroécologie va gérer l'eau, et si possible l'eau gratuite qui nous tombe, mais de façon chaotique, avec le dérèglement climatique. L'eau, ça va être soit trop d'eau, soit pas assez, des canicules, etc. Il va falloir gérer le plus astucieusement possible l'eau de pluie, celle qui ne nous coûte rien. Alors, on ne va pas commencer tout de suite à devoir irriguer, pomper, à baisser de la phréatique, pomper dans la rivière, puis le poisson. Ça, attention. Mais l'eau de pluie, il faut qu'elle soit emmagasinée dans le sol, stockée pour que la plante puisse avoir de l'eau, même quand il y a des périodes de canicule, et continuer de transpirer, et continuer la photosynthèse. Donc, plus un filet d'eau ne doit ruisseler. On va lui mettre des barrières végétales, des haies, des couvertures végétales, ça ne pourra pas descendre.
On veut que le sol soit poreux. Alors là, je ne vous cache pas, moi, on m'avait enseigné le labour, et là, vous, avec le sol vivant, vous prenez le zéro labour. Alors, comment? Parce que le labour, vous savez, si on oxygène trop, si on oxyde trop le carbone de l'humus des sols, il retourne à l'état de gaz carbonique. Donc, on va éviter ça. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire le minimum de travail du sol, mais on veut quand même un sol poreux. On va faire confiance aux vers de terre, on va faire confiance aux cloportes, à la biologie des sols, même aux racines des graminées qui, chaque fois après récolte, ça sèche, mais on met les racines, des petites galeries, l'eau va quand même pouvoir s'infiltrer. Donc on met des barrières au ruissellement, on maintient la biologie des sols pour que ça s'infiltre. Maintenant, on veut que ce soit stocké à hauteur des racines, ça, il faut fabriquer de l'humus. Et l'humus, c'est le fameux carbone du gaz carbonique qui était dans la paille, dans les racines. Si les microbes parviennent à décomposer ça, ça nous fabrique de l'humus, et c'est ça qui va retenir l'eau. Alors, et donc la question devient résolue. Alors maintenant, on a besoin d'azote pour fabriquer des protéines. Deuxième nécessité dans notre alimentation. La première nécessité, l'énergie qu'on dépense au travail. Les protéines, c'est tous les constituants, la peau, les muscles, le sang, les cheveux, les ongles, tous les constituants de corps. Et il faut renouveler ça tous les jours. Parce que ça s'use et ça part dans nos urines. Donc il faut en renouveler. Et les protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Mais bonne nouvelle, troisième bonne nouvelle, c'est l'azote de l'air. Quel pourcentage? 79% d'azote, pas de pénurie avant des siècles. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer les protéines. C'est d'ailleurs ce qu'on fait déjà, mais il y a bien deux méthodes. On veut un blé riche en protéines, on va lui apporter des engrais azotés de synthèse. N'oubliez pas, les engrais azotés de synthèse, c'est coûteux en énergie fossile. C'est fabriqué avec du gaz naturel russe, norvégien, du pétrole algérien, vénézuélien ou autre. Alors ça, oubliez, les engrais azotés de synthèse, ça va être désuet, parce qu'il nous faut être au contraire très économe, si on parle de développement durable, dans ce qui est fossile. Dans les générations d'après, il faut quand même envisager qu'elles aient accès encore à de l'énergie. Mais l'alternative, tous les agriculteurs connaissent, et Dominique, je peux vous assurer, elle connaît ça très bien, c'est les légumineuses. Vous avez des plantes de l'ordre des légumineuses, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les luzernes, les févroles, les pois fourragers, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les petits pois, et l'arachide au Sénégal, le niébé au Mali, le lupin en France et y compris en Amérique andine. En tout cas, sachez que des légumineuses capables de nous fournir des protéines en utilisant l'énergie solaire, c'est-à-dire c'est l'énergie de la photosynthèse, c'est des microbes qui utilisent cette énergie, prennent l'azote, rajoutent ça sur les hydrates de carbone et refilent ça à la légumineuse, qui fait qu'on a des protéines végétales, donc riches en azote, et même après récolte, les racines sont riches en azote, et ça fertilise la betterave, la pomme de terre, dans la rotation. Vous savez, après une légumineuse, on peut mettre une betterave, on peut mettre une céréale, on peut mettre... Elle sera fertilisée en azote par la voie biologique. Donc, usage intensif de l'azote de l'air et moins d'énergie fossile, s'il vous plaît. Puis maintenant, on a besoin d'éléments minéraux. Le petit cours d'agroécologie sera terminé. On a besoin de calcium pour les os, on a besoin de phosphore, pas seulement pour phosphorer et autres. Là, il y a une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est pas le calcium, les falaises calcaires, on a. Mais le phosphate, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et là, pour les générations futures, il faut être très économe. Donc, c'est un peu comme pour l'azote de l'urine, il ne faut pas que ça s'écoule vers la mer et fertiliser des algues vertes. Donc, les effluents d'élevage, en tout cas, on recycle, fumier, on remet dans le sol. Les effluents humains, on verra si avec les eaux usées, si les bouliers d'épuration, il y a des métaux lourds, ça, on évitera. C'est un peu dommage parce qu'il y a aussi le phosphore de nos urines qui rejoint tout ça. Mais où on pourrait trouver du phosphore ailleurs, il y en a, à faible dose, en quantité certes, mais à faible dose, entre nous et le magma. Il y a des kilomètres de granit, de schiste, de grès, sauf qu'il y a faible dose, et réduire cette roche en poudre fine pour que la roche puisse être alimentée en phosphore, je vous dis tout de suite, tant qu'on dépend d'énergie fossile, on oublie. Quand le monde entier dépendra que d'énergie renouvelable, on pourra l'envisager. Mais néanmoins, aujourd'hui, on peut, en sous-sol, la roche-mère est altérée tous les jours. Elle libère des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de blé, ça peut être accessible à des racines d'arbres. Et si l'arbre parvient à extraire ces éléments minéraux au moment même où la roche est altérée, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Donc on va remettre des arbres, c'est-à-dire qu'on va réembocager,
on va remettre des haies. Dans ma Normandie, on va remettre des pommiers. Sous les tropiques, je connais les cultures de mil et de sorgho. Ce départ d'acacia albida, rendement 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre. Alors évidemment, il y a la gestion de l'ombrage. Ça devient très savant, l'agriculture inspirée de l'agroécologie. Mais sachez que oui, on peut. Et en plus, on connaît, hyper moderne aujourd'hui, il y a des champignons. Alors vous connaissez la truffe, qui s'incruste dans la racine du chêne. Et vous adorez ça. Et vous avez des champignons qu'on dit mycorhiziens qui s'incrustent dans les racines, utilisent l'énergie de la photosynthèse, développent des mycéliums, vous savez, ce moisi, ce filament très fin, et parvient à extraire des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arabe, mais que la plante, même quand elle a des racines fines, ne parvenait pas à extraire. Et ces champignons parviennent à l'extraire et refilent ça à la plante dont elle a tiré l'énergie. Bref, avec des méthodes qui font l'usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui est gratuit, avec des méthodes, évidemment, alors vous l'avez compris, il faut préserver les vers de terre, on va éviter les pesticides. Il faut maintenir des champignons mycorhiziens, on va éviter les fongicides. Donc oui, cette agriculture va être savante. C'est-à-dire elle va renoncer à éradiquer les ravageurs, éradiquer les herbes adventices, éradiquer, c'est terminé. On va devoir vivre avec, minorer la prolifération, minorer les ravages, avec des variétés tolérantes qui peuvent vivre avec, mais ne sont pas trop affectées, minorer la prolifération, on va mettre des barrières végétales pour que même s'il y a du vent, les spores des champignons pathogènes, ceux qui font de dégâts aux cultures, aient du mal à rencontrer la plante de la même espèce, parce qu'entre-temps, il y a eu 3 espèces végétales. On va diversifier nos rotations, on va diversifier nos assolements, on va associer agriculture et paille, on va réélever les animaux sur la paille, parce que l'azote de l'urine va rejoindre le carbone de la paille, ça va fabriquer du fumier et ça fabriquera de l'humus. Enfin voilà, on va à la fois s'inspirer de savoir-faire anciens, des variétés anciennes, tolérantes, le savoir-faire ancien, et ce sera hyper moderne. Nos grands-mères ne savaient pas, par exemple, que quand un puceron, pas toujours, hein, mais quand un puceron attaque une plante, il y a une échancrure, il y a un gaz volatile, et ça attire la coccinelle. Alors ça, désolé, nos ancêtres avaient une expérience empirique qu'il faut absolument savoir récupérer les savoir-faire en question, même si c'était porté par des dictons un peu étranges. Mais sachez que la science agroécologique est capable justement de, avec les savoir-faire paysans, travailler ensemble pour effectivement perfectionner ces systèmes. Mais moi, nourrir plus de 10 milliards d'habitants, si la question n'était que technique, parfaitement possible. Maintenant, les politiques, il ferait bien de se réveiller hein, pour voir ce genre d'agriculture. Hein. Ça va être le moment de réveiller le politique. Merci Marc. C'est passionnant. Voilà, en quelques minutes, un cours d'agroécologie. On a entendu le mot, il y a urgence. On a entendu aussi que c'est hautement productif. Vous avez donné une réponse claire, oui, avec un tel système, on sait nourrir demain plus de 10 milliards d'habitants. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles. Donc on a envie de réveiller celui qui est à votre droite, celui qui, l'a dit tout à l'heure, connaît le paysan, l'agriculteur, et qui aujourd'hui aussi est un homme politique. On a envie de vous dire que si ça a l'air aussi simple que ça, quel est le projet politique? Quelles actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout ça en œuvre? Et est-ce que vous travaillez là-dessus? Et est-ce que ça vous inspire? C'est super, ça marche comme ça? Ah oui, ça marche. C'est sur la tête, ça fait pas micro, oui. Oui, formidable leçon d'agroécologie de Marc. Moi, je ne vais pas ajouter, je vais plutôt commenter parce que, encore une fois, il est maître sur ce terrain-là. Je vais simplement partager trois petits points complémentaires qui disent le déploiement de cette agroécologie dans le champ, peut-être dans le temps et puis dans l'histoire de notre humanité. La première petite remarque, elle me vient d'une interview de Bruno Latour dans Le Monde, ça date d'il y a un mois. Il cite Peggy. Alors, je sais pas, je vous dis de mémoire, je peux un peu déformer les propos. Donc, on est avant la Grande Guerre, et Peggy parle d'une crise de l'engendrement. Il dit cette perte d'espoir dans l'engendrement est une tragédie, et c'est la crise de l'engendrement est une crise de civilisation. Et Bruno Latour trouve que cette vision de Peggy est la plus pertinente pour parler de ce sentiment qu'a la génération climat de ne pas savoir s'il est bon ou non d'avoir des enfants. Cette question est nouvelle, elle est dans notre civilisation quelque chose de très neuf. Hein. Donc, on a la veille du cataclysme des deux grandes guerres, que pressent Peggy, tout aussi engageant. Enfin, vous connaissez ce paradoxe, on débat avec Jaurès, c'est
c'est un champ passionnant. Et Latour nous dit, finalement, la génération climat nous dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer à engendrer? Et moi, j'aime bien depuis, je viens de le faire une paire de fois depuis, dans des lieux divers, de reprendre ce thème-là. En fait, l'agroécologie pourrait être une des modalités de l'action humaine qui contribue à maintenir le cycle de fertilité, au sens du cycle de fécondité. C'est qu'est-ce qu'il faut produire aujourd'hui? Il faut produire de l'alimentation pour aujourd'hui et demain, à la génération qui vient. 2050, c'est nos enfants, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas tout le monde, mais voilà, c'est demain, vraiment demain. Il faut produire pour ces 10 milliards d'habitants. On a répondu que c'était possible. Il faut en même temps contribuer à la résilience climatique. Moi, je serais curieux d'interroger Marc aujourd'hui pour dire le pourcentage du rôle des sols, puisque j'entends des choses très contradictoires là-dessus, et c'est le monde de la vérité aujourd'hui qui va être révélé. Marc va nous dire la juste part de la contribution des sols dans leur qualité et leur quantité à la résilience climatique. J'attends ce chiffre aujourd'hui, je suis venu pour apprendre. Et donc, on doit contribuer à la résilience climatique. Et 3, on doit maintenir ce capital de biodiversité qui est notre assurance vie, par les 1000 manières qu'il a évoquées à l'instant. Donc, moi, je crois beaucoup à définir l'agroécologie comme une modalité de l'action humaine permettant de répondre aux besoins du présent et de maintenir ce cycle d'engendrement futur possible pour l'avenir. Il me plaît de le penser ainsi, en tout cas, au moment où un de mes fils, avec ses copains d'agro, il envisage de s'installer pour faire une révolution au moins bien plus importante que celle de passer en bio il y a 25 ans pour nous. Dans les manières de produire, de commercialiser, d'associer les arbres à ceci, cela, de s'associer, et voilà. Donc, je vous dis, on est à la veille d'une autre révolution en 3 générations. Mon père, je faisais toujours pour rigoler, c'est mon père coupait les haies et on passait tout l'hiver à faire des feux pour brûler les haies et permettre de déployer un maximum de productivité. Et le bon Dieu trouvait que c'était bon, parce que c'était dans l'enfant de la Jacques qu'il était, trouvait qu'il accomplissait son devoir de nourrir l'humanité. Il le faisait vraiment en conscience, comme Marc quand il voulait mettre un herbicide avant que la paysanne malgache lui apprenne que c'était pas bien. Nous, on a replanté des haies, ma génération. On a replanté des haies à des endroits où on les avait détruits pour refaire de la bio. Et puis, je pense qu'il se prépare quelque chose d'encore complètement neuf. On a le temps de parler des révolutions technologiques, du végétal, et de l'association des métails et de tout ce qui se prépare, qu'a évoqué un peu Marc. Je suis passionné par ce qui se cherche dans les écoles d'agro et chez les paysans d'aujourd'hui, qui sont minoritaires, mais prophétiques dans leur manière de produire. Donc il me plaît cette idée de l'agroécologie comme un processus qui maintient l'engendrement. Une autre idée qui me tient à cœur, que je vais partager avec vous dans ce préambule, c'est cette idée, alors en anglais c'est One Health, c'est la question d'une seule santé. Ça vient de l'épidémiologie, là c'est Martine Beaumarchand, suppléante, médecin PMI, qui m'a éduqué à ces questions de santé publique, qui est là aujourd'hui. Je suis heureux de la retrouver ici à Sion, elle joue à domicile, parce qu'elle est du Saint-Ouen, moi je suis au moins à 30 km de là, je suis un enfant adoptif du Saint-Ouen, de la colline. Mais Martine, elle sait ce que ça veut dire. Une seule santé, c'est cette redécouverte qu'on ne combat pas une épidémie en luttant contre un fléau par un autre fléau. On la combat de manière systémique. Et la découverte de tous les scientifiques qui ont travaillé sur l'épidémiologie, c'est que, la traduction dans l'agroécologie, c'est qu'il n'y a pas de santé pour l'homme sans santé du végétal et du monde animal. Et que ce santé du monde végétal et animal est impossible sans une santé du sol. Et elle me plaît beaucoup, je dis ça parce que je ne le ferai pas à la Fondation Jean Jaurès ou à l'Assemblée nationale, mais ici on est sur un lieu spirituel et on a fait le parti pris de se présenter comme un lieu où on fait dialoguer la science, le politique et le spirituel. Et moi, il me plaît de penser, cette manière-là de penser me va bien. Parce que je redoute l'écologie panthéiste qui sacralise la nature. Moi, j'aime bien la penser comme un humanisme. Donc une seule santé, ça veut dire que c'est d'abord une seule santé pour l'homme, et j'y reviendrai dans le débat politique, pour tous les hommes. Pas seulement pour la bourgeoisie des métropoles, mais pour tout le monde, y compris pour le quart-monde, pour les exclus des mondes paysans du bout du monde, et pour les exclus du bout de la rue chez nous. Et cette question de une seule santé, et qu'on travaille à l'écologie d'abord pour la santé des hommes, et me va très bien, en tout cas, cette idée de une seule santé peut constituer un projet politique à multi-échelle. Je serai jeune et conquérant, comme il y a quelques années, quand j'étais maire, puis communauté de communes et tout ça, j'offrais le slogan, certainement, la combat politique. C'est une suggestion pour ceux qui vont partir au combat politique des municipales, une seule santé. Je veux travailler la santé au bien-être global de mes concitoyens en pensant leur relation à la nature dans un rapport d'équilibre et d'alliance renouvelé.
Et ce combat-là me paraît profondément humaniste et porteur et unificateur, puisqu'il peut rassembler des courants de pensée multiples vers cette hauteur de vue. Troisième principe, c'est que tout ce que dit Marc est possible. Moi, j'en suis convaincu. J'ai beaucoup travaillé avec ton collègue bruxellois, il faut m'aider, qui est désormais député européen, de Jutter, qui était délégué à l'alimentation dans les Nations Unies. Et il le disait toujours, une étude de INRA, CIRAD et compagnie, et tous les instituts nationaux qui travaillent à l'international, c'est une étude agri-monde, dit toujours la même chose. Oui, c'est possible. Elle dit oui, c'est possible, à condition de développer toutes les formes d'agroécologie intensive au sens où le dit Marc. Il ne s'agit pas de relâcher, de faire une année sur deux, c'est pas l'abandon des terrains, c'est l'intensification biologique et de la photosynthèse qu'il a développée. Donc c'est une agroécologie intensive et adaptée à chaque écosystème. Donc le modèle malaisien ne sera pas le modèle burkinabé, ni le modèle du Massif central, d'ailleurs menacé par le Mercosur. On en reparlera, et par le CETA peut-être, et un écosystème qui n'est pas comparable à la conversion que devra faire le bassin parisien. Chacun va développer une agroécologie adaptée à sa topographie, à son capital biologique et aussi à sa sociologie, à sa proximité des villes, etc. Donc il y a des agroécologies qui peuvent nourrir le monde, mais ce que nous disent les études de Jutter, comme tous les autres, c'est que s'il n'y a pas de partage, ce n'est pas possible. Partage du sol pour le renouvellement des générations, préparer, accueillir la génération, le renouvellement des générations de paysans qui sont menacés au sud comme au nord, donc la question du renouvellement des générations, parce que la biodiversité économique et des entreprises contribuent presque mécaniquement, c'est pas démontré scientifiquement, mais si on pourrait le démontrer scientifiquement, contribuent mécaniquement à la biodiversité tout court, donc, et deux partagent des assiettes. Parce que ce que n'a pas eu le temps de dire Marc, c'est que on peut discuter à l'infini, nous, de 100% ceci ou 100% cela, ça pèse plus grand-chose, les amis. Les Européens étaient 20% quand on a fait l'Europe de Schuman. Le 9 mai 1950, on était 20% de l'humanité. On sera 5% en 2050. Ce qui ne veut pas dire que nos pratiques seront indifférentes. Mais chaque fois qu'on mettra 50 grammes de viande en plus ou en moins dans l'assiette d'un Indien, ça va avoir un effet de bascule fabuleux. Donc la question de partager nos modèles alimentaires et de les réguler par l'éducation et peut-être par d'autres voies, on y reviendra, est une question essentielle. Donc autrement dit, sans partage, tant d'un contrat autour des régimes alimentaires, contrat entre les villes et les campagnes, contrats internationaux sur les traités, et contrat autour du partage des terres, autrement dit sans partage et sans régulation, cette promesse scientifique que révèle l'expérience de l'agroécologie sera vaine. Donc nous avons besoin de ces régulations politiques multiples et c'est une manière de dire ça. Enfin, je termine, je ne vais pas être trop long dans cet hasard, Franck, mais vous évoquiez la question de le temps politique. On a le temps et c'est bien d'avoir le temps dans une conférence comme celle-là. Je vais juste te dire un mot. J'ai été élu en 2012. Fortes expériences locales, le groupe développement durable, bio, machin, tous les trucs qu'on avait fait. Sur la communauté de communes, l'expérience autour de l'écologie et tout. On arrive à l'Assemblée, Stéphane Le Foll lance le concept d'agroécologie. Enfin, il habille quelque chose qui préexistait. Il le baptise agroécologie. Ça a été quelle controverse? Que de controverses. Alors des plus radicaux de l'écologie qui disant si c'est pas nous, comme on l'a fait depuis les rabbis qui disent qu'ils ont la science depuis toujours, et que c'est les sols, les purs, etc. Il y avait ceux qui contestaient même qu'on puisse penser que ça devienne un modèle politique, parce que c'était forcément quelque chose de prophétique et marginal si c'était impur. Mais beaucoup plus globalement, tous les partisans de « faut rien changer » ou « tellement lentement » disaient qu'on en faisait de l'agroécologie depuis toujours, que ça fait l'agriculture raisonnée, etc. Bref, il y a des controverses dans tous les sens autour du terme d'agroécologie. 5 ans après, aux États généraux de l'alimentation, et Marc a fait partie de l'atelier que j'ai eu l'honneur de présider, il peut en témoigner, il a été auditionné, etc. La seule question qui se posait, c'est pas pour ou contre l'agroécologie, mais quels sont les scénarios pour arriver à cette agroécologie. Est-ce qu'il faut aller ceci, cela? Et les controverses portent aujourd'hui plus sur les modalités. Donc cette révolution culturelle, elle est faite, je réponds à la question. Il s'agit maintenant de la traduire avec sincérité dans l'action politique, et là, le chemin est encore immense. Merci Dominique, et du coup, je vais me retourner vers Marc par rapport à deux choses que vous avez dites.
Je voulais revenir sur la production agricole et alimentaire de santé dont vous parliez. Et la première question que j'avais, il y en a une autre derrière, c'est deux questions différentes. C'était comment on peut concilier cette production agricole alimentaire de santé avec une protection de la nature aussi, les enjeux de la biodiversité, tout en amenant un commerce équitable, et tout ça au regard du projet européen. C'est une question complexe, mais c'est quand même des problématiques un peu globales. Donc voilà, c'est ma première question. Et la deuxième, je vous la reposerai après, c'est l'accès au foncier. On va parler de Nick. Ok, oui, donc c'est beaucoup de questions dans les deux questions. Mais oui, alors, l'agriculture qui relève de l'agroécologie, en s'inspirant de ce que je racontais là, donc faire l'usage intensif qui ne coûte rien, renouvelable et ce genre de choses, ça peut être pour une agriculture diversifiée, c'est-à-dire c'est le contraire de la spécialisation exagérée, ce genre de choses. C'est évidemment ça qui va nous éviter l'emploi du coup de ces pesticides, de ces choses-là. Mais c'est plutôt bon pour la santé. Moi je partage l'idée effectivement d'une seule santé, l'humanité, planète, un seul et même destin. Et dans la santé aujourd'hui, en tout cas au moins pour ce qui est de chez nous, c'est... alors, salmonellose, listériose, etc., on a quand même progressé. Si l'espérance de vie s'est accrue en France, au moins, c'est quand même parce qu'un certain nombre de maladies microbiennes, on a su à peu près les maîtriser. Mais aujourd'hui, les grandes difficultés issues de l'agriculture industrielle, donc celles auxquelles il va falloir renoncer pour pouvoir une agriculture inspirée de l'agroécologie, il y a les antibiorésistances. C'est-à-dire le médecin nous prescrit un antibiotique, ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'on mange des antibiotiques. Ou ça, dans la viande. Pourquoi? Parce que nos élevages, en espace confiné, pour éviter les proliférations des épizooties, on dit, enfin les maladies, les épidémies, si vous voulez, hop, à titre préventif, on les shoot aux antibiotiques. Alors ça, il va falloir y renoncer. Et l'agriculture qui relève de l'agroécologie, justement, nous montre la voie de comment y renoncer. Et ça veut dire, effectivement, l'espace confiné, d'autres modalités d'élevage. Là, il nous faut être très clair. Et puis, peut-être plus grave encore, même si c'est assez compliqué, parce que c'est différé, mais les médecins aujourd'hui, il y a sûrement des gens qui connaissent ça ici dans la salle, les perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans la nourriture. C'est clair, il y en a dans l'environnement. Mais les perturbateurs endocriniens contre la nourriture, c'est des résidus pesticides. Et ce qu'on peut craindre, c'est que pour la jeune génération déjà, qui a été exposée depuis in utero, donc exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, vous avez des scientifiques qui prédisent pour ces jeunes-là, cette génération-là, une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, je parle de gens qui ont des cheveux blancs, qui n'étions pas exposés à ça quand nous étions fœtus. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est une prédiction scientifique, et du coup, il est légitime d'une certaine façon, mais il m'arrive fréquemment dans les conférences que des gens me disent « Ça, monsieur le fumier », en me montrant du doigt, ce n'est pas avéré. Et je me dois de leur répondre qu'ils ont raison, dans le sens, ce n'est pas statistiquement avéré. Parce que nous, les scientifiques, qu'on dit avéré, ça veut dire que c'est statistiquement avéré. Or ça, ce n'est qu'une prédiction scientifique. Il nous faudra attendre 60 ans pour vérifier, parce qu'on parle d'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, lymphoglycémie, c'est-à-dire les cancers hormonodépendants et les maladies neurodégénératives, qui risquent, donc des maladies qu'on considérait comme étant des maladies du vieillissement. On nous prédit que cette jeune génération, ces maladies du vieillissement, un dérèglement de la thyroïde, entre autres, mais des glandes endocrines d'une façon générale, aboutissent à ce que ces maladies du vieillissement vont, pour cette génération-là, apparaître plus précocement. Mais il faudra attendre 60 ans pour qu'on puisse dire statistiquement, faire la moyenne statistique, à quel âge en moyenne notre génération, à quel âge en moyenne la nouvelle. Alors là, évidemment, on s'interdit de dire c'est avéré dans le sens, c'est statistiquement avéré. On vous dira glyphosate cancérigène probable. Et même, les contradicteurs pourront vous dire alors quelle probabilité? Ben non, mais justement, on n'a pas encore les statistiques. Ah bon, ben alors circuler, il n'y a rien à voir. Alors ça, souvent les politiques ne peuvent pas connaître tous les aspects de tout ce qu'on dit là. Et bien c'est sur cet argument-là que des lobbies et autres font pression pour qu'on dise si ce n'est pas encore avéré, excusez, attendons. Il y a 30 ans, rappelez-vous, le GIEC, le fameux groupe interétatique d'études du climat, ça s'appelle un peu autrement maintenant, mais nous prédisait le réchauffement climatique global. Et il y avait, y compris des scientifiques, il y a même eu un ministre de l'enseignement de l'éducation supérieure, qui, au nom du fait que ce n'est pas statistiquement avéré, laissait entendre, circuler, il n'y a rien à voir.
Désolé, aujourd'hui, la date des vendanges, statistiquement, en France, selon les régions, ça varie, et c'est une dizaine de jours plus précoce que les 30 années antérieures. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est avéré. Pour la fréquence et l'intensité de l'accident climatique extrême, à l'échelle mondiale, on commence à pouvoir dire oui, les modèles prédictifs d'il y a 30 ans se révèlent avérés. On est juste à la limite de pouvoir le faire. Mais vous voyez qu'on s'interdit de dire avéré tant que ce n'est que scientifiquement démontré. Mais je pense que dès que c'est scientifiquement démontré, mais le trou noir, on vient juste de le découvrir là, il y a 2 mois, mais ça fait une éternité qu'il avait été démontré. Les bosons de Higgs, je suis désolé, on les a expérimentés et vus, mais ça avait été démontré bien avant. On a dépensé d'ailleurs des milliards pour le mettre en évidence que parce que c'était scientifiquement démontré. On ne l'aurait jamais fait sinon. Alors, oui, il nous faut prendre des précautions avant que ce soit statistiquement avéré. Mais là, oui, humanité, planète, même santé, même destin. Et là, il nous faut, mais c'est précisément l'agriculture qui relève de l'agroécologie. Alors maintenant, la question était déjà plus politique, comment y arriver quand même, promouvoir. Je pense que c'est ça, c'est si on va se mobiliser, nous, consommateurs, en exigeant une alimentation sans antibiotiques, sans perturbateurs endocriniens, nos changements de comportement ont déjà une influence. Je ne vous cache pas que les différents ministres de l'agriculture que j'ai rencontrés, je ne manquais pas de leur dire, regardez, la croissance de la consommation bio, donc la consommation bio a l'avantage, c'est qu'il y a un logo, un label, une certification par une tierce partie, et du coup l'agriculteur est mieux rémunéré, parce que ça va être aussi la question du revenu décent, équitable pour les agriculteurs. Donc, regardez, la consommation, elle est à 2 chiffres tous les ans. Donc, et même le commerce équitable, d'ailleurs, est à 2 chiffres depuis 3-4 ans. Donc, le comportement des consommateurs commence à avoir un impact macroéconomique. Et moi, ça me permet de dire, alors je sais que c'est pas toujours sympa pour un ministre de l'Agriculture de s'entendre dire vous êtes en train de défendre des filières bas de gamme depuis 40 jours, alors que les filières labellisées, elles, créent plus d'emplois, sont plus intensives au kilomètre carré en emploi, ici, c'est quelque chose d'important, et c'est de terroir, et c'est de bonne qualité sanitaire. Alors, oui, là, il va falloir qu'on s'arrange, et je pense qu'une des leçons de l'Europe, c'est d'avoir démontré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'une politique agricole des prix, c'est-à-dire par les rapports de prix, garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs pour qu'ils puissent non seulement nourrir la famille, acheter les produits de première nécessité, mais épargner, investir, équiper leur ferme, et des prix incitatifs à faire ce qui est conforme, donc en s'inspirant de l'agroécologie du coup, ce qui est conforme à la santé de la planète et à la santé humaine, parce que c'est bien une seule et même santé. Eh bien, les rapports de prix, alors ça veut dire qu'on va dissuader d'employer les engrais sous de synthèse. Il faudra donc que les engrais de synthèse soient plus coûteux. Il nous faudra, au contraire, rémunérer les services environnementaux. Par exemple, en Europe et en France, nous savez que la France est déficitaire pour les 2 tiers de ces plantes que j'ai appelées des légumineuses tout à l'heure, qui nous fertilisent le sol par la voie gratuite, par l'azote de l'air et autres. Elle est déficitaire pour les 2 tiers, l'Europe des 28 est déficitaire pour les 3 quarts. Ben écoutez, on faisait ça au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on mettait des droits de douane au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à l'importation de céréales de provenance des États-Unis ou les bottes de beurre de Nouvelle-Zélande. Je veux dire, les agriculteurs français, avec des prix rémunérateurs et incitatifs, se sont tout de suite mis à faire ce dont on était déficitaire et pour lequel c'était rémunérateur. La France est devenue excédentaire, elle a exporté vers l'Europe. L'Europe est devenue un jour excédentaire. Là, on a eu tort de subventionner nos exportations et de faire le plus grand tort au pays du Sud. On aurait mieux fait de mettre des quotas laitiers bien plus précocement et d'en mettre sur les céréales, ce qu'on n'a jamais fait. Donc là, grave erreur. Mais comme outil, par des politiques des prix, des rapports des prix, assurant un niveau de rémunération qui permet aux gens de progresser et qui permet d'inciter à faire ça. Et par contre, comme on n'avait pas mis de droit de douane à l'importation de légumineuses, alors on est devenu très déficitaire. Une politique incitative à faire ça, c'est une politique dissuasive à faire le contraire. Une politique agricole commune qui, par les prix, serait incitatif à faire une agriculture qui relève de l'agroécologie et dissuasive de l'agriculture industrielle chimisée qui utilise les produits phytosanitaires, les engrais, cela, et qui tue la biodiversité, eh bien je pense qu'on pourrait progresser très vite, très vite, vers une agriculture pour la santé de la planète et de l'humanité. Mais oui, il faut penser l'équité. Et vous savez, c'est aussi faire en sorte que les pays du Sud ne soient pas concurrencés par nos excédents de poulet bas de gamme, de poudre de lait, de céréales à peine panifiables, et même de ceux pour faire d'éthanol. Non, ça,
aucun avenir pour l'agriculture française et européenne sur ces produits-là. Il ne faut pas aller des excédents, pas au-delà de nos besoins, j'allais dire. Mais, et parce que notre poudre de lait ruine les élevages laitiers là-bas, et les basses-cours sont ruinés par nos poulets bas de gamme. Nous, on demanderait juste en échange, c'est les négociations avec le Mercosur, sur lesquelles il ne faut peut-être pas signer certains accords, nous demanderait juste en échange, est-ce que vous nous autorisez, nous on va libérer des terrains pour éviter de surproduire ça et donner la chance aux pays du Sud qui auraient le droit de mettre eux aussi des droits de douane à l'importation de nos produits bas de gamme. Nous on aurait juste une chose en échange. L'Europe, on s'engage à ne pas ruiner le tiers-monde. On a aujourd'hui, est-ce qu'on peut protéger nos légumineuses? On veut produire des légumineuses françaises sur le territoire français pour des animaux français. Et ça fait très franchouillard. Figurez-vous que les Brésiliens, quand je leur dis ça, ils disent qu'ils ne sont pas fiers, eux, Brésiliens, de produire du soja, du tourteau de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, du tourteau de soja, nos ruminants. Eux, ils me disent qu'avec leur soja, ils préféraient nourrir les Brésiliens. Les Brésiliens pauvres, ceux qui désherbaient, qu'on a remplacés par du désherbant ou du glyphosate, aujourd'hui ils sont dans les bidonvilles, les favelas là-bas, et ils ne parviennent pas, ils n'ont même pas, comme il n'y a pas d'emploi non suffisant dans les bidonvilles, l'industrie moderne aujourd'hui est robotisée dans tous les pays du monde, eh bien, ces gens n'ont même pas le pouvoir d'achat pour acheter des céréales, le maïs et du soja qui est produit chez eux, alors que nous, nos cochons bas de gamme, sont solvables, enfin nos usines d'aliments de bétail sont solvables, et donc il nous faudra aussi revoir un peu tout ça. Oui. Donc, lorsqu'on entend tout cela, on a envie de se réconcilier tout de suite avec soi-même, avec la nature et avec les autres. Parce qu'on se dit, mais oui, il y a des solutions, et ça semble simple. Mais on comprend bien aussi qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, et c'est pour ça qu'on aimerait aussi des propositions. On a dit qu'on voulait relever le défi lors de ce festival, de venir avec des propositions que l'on amènerait à des députés européens. On a vu quelques pistes, mais s'il fallait traduire ça parfois en 1, 2, 3 lignes de propositions, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Vous avez évoqué l'enjeu de l'éducation. Quelles propositions pourriez-vous nous faire au niveau de l'éducation, de savoir comment est-ce qu'il faut fonctionner avec notre jeunesse et avec nous? Vous avez parlé des consommateurs. On voit tout de suite qu'il y a un levier là énorme, puisqu'on est en train de dire que si l'on change nous-mêmes nos propres habitudes, on peut déjà influer sur tellement de choses. Quelles propositions supplémentaires vous avez envie de nous faire en tant que consommateurs? Vous avez parlé des prix, le commerce, la répartition de la valeur. De nouveau, ça semble simple. Quelles seraient là ou les 2 propositions que l'on ferait en tant que député si on était au Parlement, qu'il soit au Parlement français ou au Parlement européen, pour changer des choses? Voilà, si vous pouviez nous donner quelques pistes, on prend les stylos, on les fait noter. Allez, je me prête au jeu avec 3 propositions qui répondent aux champs que vous avez évoqués. Sur le plan de l'éducation, et au-delà de l'éducation, je dirais de la citoyenneté, il me semble qu'un des gros enjeux, qui dépasse largement les questions agricoles et alimentaires qu'on évoque aujourd'hui dans cette table ronde, dans ce forum à FestiLive, c'est la question de la privatisation des normes. Vous savez, c'est la question d'Aristote, qu'est-ce qu'une vie bonne? Et je le disais tout à l'heure, j'étais un débat sur l'éducation populaire, c'est plus souvent Nestlé, Danone ou Nike qui répondent que les sagesses antiques, religieuses, ou même les hommes politiques. Donc on est dans un monde où la privatisation de la norme, où la question de la vie bonne est essentiellement portée par la publicité. Je vais vous donner un seul exemple. On s'est battu depuis, c'est pas la faute du gouvernement actuel, c'était déjà le cas avant, on se battait pour qu'on arrête la publicité pour le gras, le sucré et le salé, toutes les cochonneries, au moment où les gamins écoutent la télé, même de manière générale, mais on avait commencé tactiquement par dire bon, les gosses sont devant la télé, il faut arrêter de. Non, pas que la télé, c'est les écrans maintenant, il faut parler des écrans. Pour être dans la réalité du monde, il faut dire les écrans. Et on défend ça, et on a demandé des chiffres qu'on n'a jamais. Moi, c'est une estimation, on est là comme un slogan, il n'est peut-être pas juste. Quand on met 1 euro d'information santé publique pour dire qu'il faut manger 5 légumes, bouger, enfin, manger 2 fois moins et bouger 2 fois plus, comme dit Martine, bon, pour faire simple. Quand on met 1 euro pour dire ça, il y a 99 € qui nous disent le contraire.
C'est la réalité de la Donc, si on parlait que l'école va faire 3 heures de programme, etc., la réalité, c'est que toute la publicité nous vend une nourriture et des manières de vivre. Et il y a ceci, la beauté, la performance, toute une vision de l'homme, une anthropologie. C'est la puissance, la beauté, la séduction, associée à cette malbouffe. Moi, j'ai retenu de Dominique Voynet, qu'on avait fait venir ici. C'était à 9 maisons, c'était avec les... pardon, excuse-moi, ça fatigue. La CNCV, bien sûr, et puis d'autres partenaires. Guillaume Garot, qui a lutté contre le gaspillage alimentaire, qui est une des solutions, hein, parce que c'est 15% la production, 15% la consommation. Hein, c'est à peu près, donc il y a, notamment dans les pays en voie de développement, il y a d'énormes enjeux de stockage, de transport, de sec, de froid, d'humide et tout, qui sont les gros du gaspillage. Après, il y a nos frigos et nos mauvaises habitudes, mais le gros schéma de l'infrastructure, c'est un vrai sujet de développement, c'est qu'il va falloir transporter la nourriture, l'amener là où il y a des gens, etc. Et la mettre en stock. Donc le gaspillage est un sujet, il y avait Guillaume Garot, mais j'avais fait venir également Dominique Voynet, qui a impacté très fortement comme inspectrice générale des affaires sociales désormais, les questions de santé dans les débats sur les EGA. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle disait que le diabète T2 et l'obésité, c'est un coût pour la collectivité publique, pour nos impôts, sous diverses formes, de 27 milliards d'euros. Et que ces 27 milliards d'euros, c'est 3 fois ce que l'Europe consent retourne à l'agriculture pour accompagner les paysans, pour produire ceci, cela, etc. Les accompagner sous des formes diverses. Il y a 3 fois en réparation santé ce qu'on met en accompagnement du revenu des paysans. Donc ça dit que dès lors qu'on aurait une prise de conscience forte et une mise un peu à l'écart de la marchandisation des normes, et le retour à une éducation, une délibération publique, et les normes publiques, c'est un des grands combats, je suis un peu solitaire, je suis prophète dans le désert, là, je redis que la social-démocratie, ma famille de pensée, a abandonné la question des normes, de défendre l'espace public, le temps public, le dimanche, comme un lieu de récréation. On a trahi là-dessus. Et l'espace public et les normes publiques sont quelque chose à reconquérir politiquement, au-delà des familles politiques d'ailleurs. C'est un combat de civilisation et un combat de la République. Tout est privatisé et la publicité envahit tout. Remettre, et pour ça la question des normes est capitale. Je me bats pour un label public de responsabilité sociale et environnementale, qui aujourd'hui est de la propagande des grandes entreprises pour dire qu'elles font le bien au bout du monde en ayant l'impact réel sur la planète et sur les hommes, des écarts de revenus, du travail des enfants, etc., etc. Il faut une norme publique qui fasse la vérité sur ce que, au-delà de la loi, les entreprises font de bien ou de mal dans leur environnement. Et dès lors, elles donneraient à la société la capacité à choisir comme collaborateur, comme consommateur ou comme épargnant, pour ceux qui ont de l'argent à épargner, de choisir une entreprise verte plutôt qu'une entreprise rouge ou orange. Ça me semble être un levier puissant. On évoque à chaque fois la liberté des entreprises, mais moi je réponds à chaque fois que c'est une mesure très libérale sur le plan philosophique, dans le sens où elle donne à la personne, à l'individu, le pouvoir d'agir sur le monde. Donc si les entreprises n'ont rien à cacher, il faut qu'elles se prêtent à être jaugées comme paysans bio, une fois par an, et parfois à l'improviste, un contrôleur vient renouveler le contrat que mes associés ont avec la société. C'est un jour terrible, parce que s'il manque une petite facturette, même de 1000 balles ou de 100 balles, qui n'est pas une fraude, hein, mais il manque de preuves, on est angoissé, quoi. Mais à la fin de la journée, on est très heureux, parce que notre revenu est garanti. Ce revenu, c'est le contrat de confiance qui est donné par la puissance publique. Le certificateur n'est pas un fonctionnaire de l'État, il est un organisme certificateur qui est certifié lui-même par l'État. Donc il y a un contrôle public sur une norme qui est publique. Marc l'a dit tout à l'heure, il l'a dit trop vite, c'est tout sauf innocent. Si la bio a progressé, c'est pas parce que Lactalis a fait une norme bio, Carrefour une norme bio, Danone en rêve, il veut faire l'agriculture régénérée. Encore hier, j'étais Faber, on va dire, je veux faire l'agriculture régénérée. Mais pour qui se prend-il? Je pose respect pour lui, mais pour qui se prend-il? C'est à la puissance publique, c'est au Parlement, c'est au gouvernement, à dire ce qu'est la bonne agriculture, c'est pas à Emmanuel Faber. Je lui ai dit face à face, et je peux d'autant plus le dire en public aujourd'hui, j'ai rien contre lui, mais cette prétention à faire le bien et le mal depuis la puissance privée devrait nous inquiéter. Donc je crois qu'il faut une RSE publique, et décliner à l'agriculture, ça porte un nom. Au-delà de la bio, qui ne peut pas, au rythme où elle se développe, même si elle est à 2 chiffres, etc., remplir toutes les fonctions urgentes que nous appelons de nos voeux, Marc et moi, avec peut-être des petites différences, mais globalement, on appelle de nos voeux. Il me semble que la haute valeur environnementale, la HVE, dans son niveau 3, c'est-à-dire dans son niveau exigeant d'agroécologie, serait un formidable outil.
De quoi s'agit-il? Au Grenelle de l'environnement, c'est quelque chose qui a été lancé, puis c'est resté comme une graine dormante. Vous savez, des graines dans le jardin, parfois, une graine, elle va rester, elle ne va pas éclore. Quelques-uns s'en sont emparés, des vignerons, des maraîchers, qui voulaient ou qui ne pouvaient pas faire du bio pour des raisons multiples, mais qui voulaient s'inscrire dans ce mouvement initié par le Grenelle. On a eu l'idée, j'ai porté avec quelques autres, l'idée de la remettre au goût du jour dans la loi Egalim. Et c'est quelque chose qui fait comme une traînée de poudre aujourd'hui. Des tas de gens sont en train de s'en saisir. Moi, je crois qu'avoir une norme haute valeur environnementale, qui dise non pas comme la bio 4 interdit, anti-bio, machin, OGM et tout, mais 4 attendus, impact sur l'eau, impact sur la biodive, impact sur machin, qu'il les mesure et qui certifie que, même si on n'est pas AB, au sens de la radicalité de l'AB, hein, mais qu'on est authentiquement dans une agriculture qui encourage ce cycle de fertilité que nous évoquions tout à l'heure, alors on peut être reconnu. C'est pas le produit qui est nommé, c'est les conditions de production. Et ces hautes valeurs environnementales, qui seraient certifiées par des organismes privés, certifiés eux-mêmes par l'État, serait à mon avis une manière d'emporter toutes les formes d'agriculture déjà vertueuses et qui pour autant ne sont pas bio. Je pense à la production, aujourd'hui menacée par les traités internationaux, de l'élevage extensif de à peu près un tiers à moitié du territoire national, tout de même, hein, du Cantal. Je pense à cette agriculture que vous avez au pied de la colonisation. Prenez le temps, même si le soleil est un peu aveuglant, de regarder ce paysage autour de vous. Il est fait d'une maille de polyculture élevage, avec des prairies permanentes, des lignes de vergers, des haies, etc. Il est la zone résistante du grand bassin parisien qui s'étend progressivement sur la Lorraine. C'est la poche de résistance. D'ailleurs, on est en train, avec l'INRA et l'ENSAIA, d'en faire, j'en parlerai à Marc après la réunion, c'est très technique, d'en faire une cartographie pour en faire un instrument de décision entre les citoyens, les paysans et l'État dans la gestion des terres. On va essayer d'avoir une cartographie de représentation de ce territoire-là. Et cette polyculture élevage serait 3/4 des fermes ici seraient haute valeur environnementale sans cause d'effort. Les vergers du futur, qui associent différentes plantes, strates, etc., seraient là-dedans. Bref, on emporterait une part de l'agriculture déjà vertueuse aujourd'hui, on la reconnaîtrait, on inciterait d'autres à faire un pas de côté, et je suis persuadé que être HVE nous créerait, on le mettrait dans la condition de devenir bio, et que ce serait un accélérateur de la bio. Parce que j'ai encore un peu de peine à convaincre les bio de faire confiance à ce processus. Mais ça, typiquement, imaginez que demain les aides européennes, elles soient à 100 pour le conventionnel. C'est-à-dire le service minimum, je respecte la loi, etc. Bon. Et qu'elles soient à 120, 130, 150, je suis capable de le dire, pour la HVE, ça serait, à mon sens, 10 fois plus efficace que de dire vous serez aidé si vous mettez 50 mètres de ici, que vous respectez 3 mètres du ruisseau, etc. Parce que la grande chance qu'on a quand on est paysan bio, on a 5 interdits et après on a une immense liberté. On nous fout la paix. On trouve chacun la race qui va bien. On trouve les variétés qui vont bien, les combinaisons qui vont bien, les manières de commercialiser qui vont bien. C'est pas à l'État, je crois vraiment, à nous dire les normes, les paiements, services environnementaux et tout. C'est un enfer administratif, c'est rarement bien mis en œuvre. Dès lors qu'un label équivalent à la bio, mais parlant d'agroécologie, se déploierait, et c'est un peu un débat en direct avec Marc, on n'a pas encore parlé, il donnerait la liberté d'inventer des écosystèmes vertueux et il serait un profond moteur de changement. Dès lors, les citoyens sauraient qu'ils achètent, et je suis sûr que demain, la métropole de Nancy dira 100%, dans 5 ans, 100% de nos cantines sont HVE. Je pense que des communautés de communes diront notre défi dans la compétition des territoires, c'est d'être HVE avant tous les autres. Je suis sûr que Carrefour et les grandes lignes qui sont moyenne gamme pour les classes moyennes diront nous sommes 100% HVE. Et ça sera un moteur de changement. Et de ce HVE, nous continuerons la conquête vers la bio. Mais je crois qu'il nous faut une strate intermédiaire. Donc la première réponse, elle est la question des normes publiques. Je n'accepte pas un monde où Emmanuel Faber, le patron de Lactalis, ou le patron de Bigard dans la viande, des avocats, décide de ce qu'est la bonne viande, de ce qu'est la bon blé, de ce qu'est le machin et tout. C'est à la puissance publique de créer une norme qui elle-même sera un outil de transformation de la société par elle-même. Donc je crois beaucoup à cette question. Je le fais que juste en ouvrant parce qu'il faut qu'on dialogue. Si j'avais 2 autres cartes à jouer, ça serait évidemment la question du partage des terres et de la régulation du foncier. Ça paraît, il y a la HVE, c'est le rapport au marché et aux citoyens. 2, le partage des terres, c'est le partage du sol et des conditions de production. Et 3, une nouvelle génération de traités internationaux. Mais je préfère qu'on échange, je crois que c'est un peu la règle, que d'être trop long dans nos développements. Je sais pas si... Merci beaucoup. Et Marc, du coup, on va vous laisser réagir sur le sujet. Et notamment, peut-être dans un premier temps, ça m'intéresse à votre avis sur cette question de multiplication des labels privés ou publics.
et comment on peut aller justement, ça peut s'attirer pour le consommateur qui comprenne mieux et qu'on aille vers une agriculture et une consommation plus respectueuse du producteur et de l'environnement. Très bien. Alors, je vais revenir aussi un peu sur l'éducation, et notamment l'éducation au goût. L'une de mes propositions, moi, ce serait qu'on remette dans les écoles des jardins et une initiation au jardinage de tous nos gamins. Avec plusieurs idées derrière ça. Découvrir la saisonnalité, parce que dans l'éducation, le changement de comportement de consommateur, il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ne savent plus exactement à quelle période se récoltent ni les pommes, ni les tomates, ni rien. Et néanmoins, dans la qualité de l'alimentation, notamment les vitamines, les polyphénols, etc., plus une marchandise est transportée depuis loin et plus tardivement elle est consommée par rapport à la date de récolte, plus elle perd de sa qualité nutritive. Donc pour un certain nombre de produits frais, et je pense qu'un gamin qui a cultivé des lentilles mange des lentilles. Il adore les lentilles. Il mange même des épinards, parce qu'il a cultivé des épinards. Donc je crois que... Non, oui, je suis d'accord. Mais l'idée est quand même bien celle-là, qu'il y ait une initiation à un début de nature et un début d'alimentation, et quand même de voir, on est quand même parfois fiers de manger ce qu'on a cultivé soi-même. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et surtout la saisonnalité, je pense que c'est indispensable. Et l'éducation au goût, là je partage complètement, hein. Au-delà de la stricte publicité, il y a des gens, c'est des gens des grandes surfaces qui disent ça, entre, quand il y avait encore des caissières, mais il y a encore parfois des caissières, la durée de la file d'attente avant d'arriver à la caissière, avec en face de soi, à hauteur des yeux des gamins, les barres chocolatées riches en acide gras naturel, l'huile de palme et autre chose, il faut que le gamin pleure suffisamment pour que la mère, la maman, parce que c'est les femmes qui font les courses et tenues, cède et allez, vas-y, prends, allez, vas-y, mais calme-toi. Et ça aussi, c'est l'éducation. Donc la façon dont les grandes entreprises parviennent à façonner nos modes, nos goûts et nos choses sont, je crois, mais monstrueux. Et donc là, il va bien falloir un jour qu'on puisse comprendre cela. Alors, effectivement, la rémunération, les labels. Alors moi, j'aurais envie de dire, c'est un peu radical ce que je vais vous raconter. Je l'avais un peu dit aux États généraux de l'alimentation, mais alors sachez qu'aux États généraux de l'alimentation, dans le carrefour où nous étions ensemble, c'était plutôt l'environnement, et c'est bien parce que tu étais là qu'on a discuté rémunération, mais là, quand on discutait rémunération avec les syndicats, il ne fallait pas parler d'environnement et de santé, là où on parlait de santé, voilà. Donc, c'est dans le carrefour que tu animais, où on pouvait parler et de santé, et de prix, etc., parce que ça fait système, hein, il faut penser tout à la fois. Alors, moi, je serais, comme le label bio a ce grand mérite, c'est qu'il y a la certification par une tierce partie, il y a donc le logo, le label, etc., de transférer une partie de ce qu'on appelle les aides de la politique agricole commune, je parle des aides du premier pilier, ça retournerait bien aux agriculteurs, mais l'aide, elle serait aux mairies, elle serait au département, elle serait aux régions, pour que, plus perturbateur endocriniens, tout bio, s'il vous plaît, pour les gamins, à ces âges-là, la santé prévaut, et c'est terminé. Il faut au plus vite, en 6 ans, hein, la nouvelle politique agricole commune, si elle est réformée pour les 6 ans qui viennent, les mairies, les départements, les régions annoncent aux agriculteurs du coin, écoutez, on est prêt à vous acheter un volume croissant de produits bio, un prix rémunérateur. L'agriculture inspirée de l'agroécologie, vous l'avez compris, est artisanale, plus exigeante en travail. Hein. Donc elle est payée aux producteurs, nécessairement mieux payée. Et bien là, ce ne serait pas imputable aux parents d'élèves, le surcoût, ce ne serait pas imputable aux impôts locaux, ce serait une part des subventions de la politique agricole commune qui permettrait effectivement d'acheter des produits bio pour la santé de nos gamins. Et je vous dis tout de suite, si on prend toute la restauration à domicile, y compris les cantines d'entreprise fréquentées par les couches modestes, et je n'ai pas oublié les EHPAD parce que j'ai des cheveux blancs, et bien écoutez, 1,6 milliard d'euros. Le surcoût, en prenant d'ailleurs, tout le monde dit que j'ai exagéré, en prenant 50 centimes supplémentaires payés aux producteurs, hein, pas que dans l'alimentation, tel que nous, même tel que les collectivités achètent le produit, la plupart d'agriculteurs font un petit peu. Eh bien, ça irait très vite la conversion au bio aux alentours des bourgades où il y a de la restauration collective. Je pense que c'est un excellent moteur et ça permettrait surtout de mettre en place des plateformes logistiques qui feraient qu'on pourrait collecte primaire des produits bio. Sachez que quand Biolay avait commencé son aventure, hein, le camion laitier partait à vide, il allait chercher du lait à l'est, puis au nord,
ouest et le sud du département. Donc la collecte primaire était hyper coûteuse. Si on peut au moins à proximité des lieux de restauration collective parvenir à des plateformes logistiques qui réduisent le coût de la collecte primaire, y compris les Biocoop, les autres pourraient se greffer un jour là-dessus, et y compris pour la restauration à domicile, le produit bio pourrait être quand même pas trop cher, même si inévitablement un produit artisanal doit être plus rémunéré. Voilà. Et l'idée donc pour maintenant rendre accessible à des couches modestes, parce que maintenant il faut penser à la restauration à domicile, pour rendre accessible à des couches modestes un produit de qualité proche du bio et autres, sans que ce soit trop coûteux. Alors là, je rejoins un peu ce qui a été dit, même si sur le HVE, parfois ça me paraît un peu machine à gaz, je ne le cache pas, parce que la question, quand on dit « oui, mais on va acheter un produit HVE », sauf que HVE n'apparaît pas sur le produit, c'est la ferme qui est labellisée. Donc je réponds progressivement à l'histoire. Donc le bio, au moins le mérite, c'est... Le mérite du bio, c'est quand même l'obligation de moyens, le cahier des charges, la certification par la tierce partie, qui nous garantit quand même un certain degré de qualité, et on est prêt à payer plus cher aujourd'hui, si on a les revenus pour l'acheter plus cher. Voilà, ça c'est important. Sa faiblesse, c'est que ça est tout ou rien, ça paraît extrémiste, c'est-à-dire que celui qui est dans une démarche de progrès, mais ne répond pas à la totalité du cahier des charges, il a peut-être commencé une démarche zéro labour, les sols vivants, des choses intéressantes, et il ne sera pas rémunéré pour. Alors je pense que la démarche de progrès, même qu'on n'atteint pas le niveau bio, mérite d'être correctement rémunérée. Et alors, ça se négocie aujourd'hui, même si les gens commencent à en faire un autre usage que celui que je voudrais, c'est que le reste des subventions de la politique agricole commune, c'est de l'ordre de 40-50 milliards pour l'Europe, et pour la France, de l'ordre, on va dire, de 9-10 milliards d'euros pour la France, eh bien, ce ne serait plus des aides conditionnées. Les agriculteurs, vous n'êtes pas des mendiants, ça c'est terminé. Mais par contre, on va vous rémunérer. Et on va vous rémunérer pour les services d'intérêt général. Et dans les services d'intérêt général, eh bien, écoutez, il y a les services environnementaux, et la politique agricole commune pourrait dire qu'il y a 3 grands axes. Toute technique qui contribue à séquestrer du carbone dans les sols. Le 4 pour 1000, pour la question que tu posais tout à l'heure, auquel on n'a pas encore répondu. Il faut séquestrer du carbone dans la biomasse d'abord, dans l'humus des sols. Écoutez, il y a des techniques, c'est tantôt le zéro labour dont on parlait tout à l'heure, le système de couverture végétale, c'est quand même aussi la biomasse, hein, parce qu'il faut donc la couverture végétale tout le temps. Ok, c'est conforme à nos engagements internationaux, c'est conforme à l'intérêt général. Vous les agriculteurs, là, vous nous rendez un service d'intérêt général, vous méritez d'être payés. Dites-moi à quel prix vous êtes prêt à faire cette technique, ces techniques-là, ben on vous paye. Alors évidemment, c'est contractuel, et ça dépend des régions. Les techniques pour séquestrer du carbone dans les sols ne seront pas les mêmes selon les régions. Donc là, il y a une subsidiarité dans les modalités d'application. C'est une politique agricole commune. Les axes de l'Europe auront le droit de vérifier si les contrats, si les choses c'est bien conforme aux engagements en question. Pareil pour les légumineuses. Vous nous évitez des importations de soja transgénique, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse qui eux-mêmes sont très émetteurs de protoxyde d'azote, contribuent au réchauffement climatique, c'est-à-dire la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, le protoxyde d'azote, l'épandage d'engrais de synthèse. Ben, c'est conforme à l'intérêt général. Dites-moi à quel prix vous mettez ces légumineuses dans vos rotations bien seulement. Top là, je vous paye. Et puis des infrastructures écologiques, avec dans les hautes tiges, là il y a des mésanges qui s'attaquent à l'arbre de Carpoxac, dans les arbustes, il y a des abeilles, pour ressusciter les abeilles, ça fera du bien pour la fécondation du tournesol, du colza, du pommier, des poiriers, et puis dans la bande en herbier, les carabes qui s'attaquent aux limaces. Vous faites des infrastructures écologiques qui nous évitent du premier pesticide, vous n'êtes pas encore labellisé bio, mais déjà, rien que ça, top là, je vous paye. Parce que le problème, c'est la labellisation, quand elle porte sur le produit avec un cahier des charges, c'est facile, parce qu'il y a et tout. Mais quand c'est sur une ferme, je vais vous dire, ce sera HVE ne va pas apparaître, ou alors c'est là où le côté, même si c'est à 3 degrés dans le HVE, c'est un peu trop complexe à mon goût, mais ça c'est des trucs à vérifier, de toute façon à l'expérience. C'est surtout à l'expérience que ces choses-là se vérifieront. Mais l'idée de celle-là, c'est que ce service-là, HVE, haute valeur environnementale, eh bien écoutez, il doit être rémunéré d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi pas par une voie contractuelle, et pourquoi pas utiliser les subventions. Parce qu'une grande partie de notre agriculture est quand même pilotée par... voilà. Alors juste pour le 4 pour 1000, c'est un grand défi que de séquestrer 4 pour 1000 de plus de carbone dans les sols à partir de la teneur de nos sols en humus aujourd'hui. Le défi, c'est de l'enrichir tous les ans en 4 pour 1000. Et les calculs sont, bah, écoutez, ça
ça contribue singulièrement à atténuer le réchauffement climatique. Alors, sachez qu'un bon fumier dans ma Normandie, où il y a vraiment le bon dosage carbone de la paille, l'azote de l'urine, tout est recyclé, on parvient, donc c'est déjà de la polyculture élevage, hein, donc c'est déjà un changement, un retour à une autre forme d'agriculture qui a été un peu désertée. Moi, dans mon pays de Caux, il y avait polyculture élevage, aujourd'hui il y a encore les deux, mais chaque ferme est plutôt soit culture, et pas polyculture, soit élevage. Et bien ce serait 1,3 pour 1000. Donc on est encore très loin du 4 pour 1000. Mais dans l'idée du 4 pour 1000, si on raisonne l'équivalent de 4 pour 1000 de plus dans le sol, ben déjà, mettre des légumineuses, moins émettre de protoxyde d'azote, par rapport à la contribution au réchauffement climatique, ça augmente le pour 1000. C'est pas un pourcentage, c'est du pour 1000. Mais... Et du coup, je pense qu'en France, on ne pourra atteindre une teneur en 4 pour 1000 que si on dit qu'il nous faudrait modifier notre agriculture pour que l'agriculture contribue à l'équivalent de séquestrer 4 pour 1000 de carbone dans les bus des sols. Et l'équivalent, c'est éventuellement moins émettre de protoxyde d'azote, pour ce qui est d'atténuer notre contribution au changement climatique. Dans les pays tropicaux, assez curieusement, là où l'humus est beaucoup plus vite dégradé, parce que la température est élevée, sachez que les pays forestiers, où on a trop déboisé, on peut là quand même rapidement, dans un premier temps, dans le reboisement, et ensuite, par la chute des feuilles, reconstituer de l'humus, assez curieusement, on peut aller plus vite que chez nous. C'est le paradoxe. Mais on peut aller plus vite que chez nous parce qu'on a détruit plus vite que chez nous. C'est quel pourcentage dans la lutte contre le changement climatique, les sols? On peut dire c'est 10, 15, 20% de la solution. Ah, alors l'agriculture, on sait que c'est... Non, on peut difficilement répondre à ça. Oui, c'est difficile de répondre à ça. Mais disons qu'on pourrait avoir l'équivalent d'un 4 pour 1000 sous les tropiques avec une agroforesterie, parce qu'évidemment, reboiser et faire en sorte que le carbone serve bien à l'humus, et surtout que les terrains qui ont été cédés, par exemple, pour reboiser là, que les gens qui auraient vendu ces terrains-là, par exemple, n'aillent pas redéforester plus loin de la forêt amazonienne. Il faudra qu'on soit très vigilant sur des aspects comme ça. Et c'est donc bien l'agroforesterie, c'est-à-dire quand ça contribue à l'intérêt privé de l'agriculteur, ça lui fait un taux d'humus, une stabilité structurale du sol, plus de stock d'eau et autres, là on n'est pas très loin du 4 pour 1000. Je propose, en même temps, on surveille un peu le temps. C'est vrai que dans la voiture, Marc, vous nous disiez, bon, on va y passer à peu près 2 ou 3 jours parce que j'ai plein de choses à vous dire. On disait, non, ça va pas être 2 ou 3 jours, ce sera 2 heures. Et on veut aussi avoir le temps de pouvoir échanger avec la salle. On a noté quelques propositions. Hein. C'est important parce que c'est notre cahier des charges. Notre cahier des charges, c'est que Michel nous laisse quitter le festival que si on a mis des propositions sur les feuilles. Hein. La proposition concernant en effet les labels publics, on comprend bien l'enjeu qui est derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas aux intérêts privés de définir les normes, c'est bien à la force publique de définir les normes, puisque la force publique, c'est le Parlement, c'est nous. Et on a un besoin donc, de labels dans lesquels on peut avoir donc, confiance pour la vérité et la transparence. Une deuxième proposition, l'initiation au goût, aux saisons et des jardins potagers à l'école. C'est intéressant, c'était nous hier. Aujourd'hui, ce sont nos enfants. En effet, ça, c'est un enjeu pour lequel on peut, en termes d'éducation, influer les uns les autres. Et si on arrive à faire manger des épinards à nos enfants comme ça montrera qu'on aura progressé. Une troisième proposition, vous avez parlé des subventions. Les aides de la PAC, de prendre une partie de ces subventions et de les flécher dès maintenant vers les mairies, vers les comités de communes, pour qu'au niveau de la restauration collective, on aille beaucoup plus vite vers le bio. Et en effet, il faut pouvoir donner de la visibilité pour que les agriculteurs puissent passer au bio, au juste prix. Et ça, encore une fois, la force publique peut le faire, et les subventions de la PAC peuvent être orientées vers dans ce domaine. Toujours dans le domaine des aides, donc prendre des aides de la PAC, mais les mettre au service d'intérêt général, auprès des agriculteurs, rémunérer des services d'intérêt généraux, entre autres l'enjeu de la capture du carbone, et je veux aussi parler des infrastructures biologiques. Donc voilà déjà quelques propositions que l'on a notées, il y aura vos noms dessus, en fait il y aura nos noms, à nous tous dessus, les noms, le nom du festival.